on peut tout de suite constater que le président devient extrêmement puissant. Par exemple, dans l'article 28 de la Constitution du 26 mars 91, là je suis en train de parler de la Constitution du 26 mars 91, le gouvernement conduit la politique de la nation. Vous voyez, le gouvernement, donc dirigé par un Premier ministre, est celui qui conduit la politique de la nation. Mais cette prérogative, sous la Constitution proposée, n'existe plus. Dans l'article 28, on dit que le gouvernement dispose de l'administration et des forces de l'ordre et de sécurité. Ah! Vous imaginez, ce n'est pas le chef de l'État nécessairement, parce qu'il y a des prérogatives du chef de l'État par rapport aux forces de l'ordre et de sécurité. Mais ici, on voit aussi que en 91, dans cette constitution-là, le gouvernement, donc le Premier ministre, dispose de l'administration et des forces de l'ordre et de sécurité. Écoutez bien, le gouvernement dispose de l'administration et des forces de l'ordre et de sécurité. Ça, c'est un grand pouvoir aussi. Parce que le président de la République n'est pas le seul à pouvoir disposer de certains pouvoirs. Dans ce cas-ci, le Premier ministre aussi en a. Mais sous la proposition proposée, ça n'existe pas. Toujours dans l'article 28 de la Constitution de 91, le gouvernement était responsable. Écoutez bien. Le gouvernement était responsable concurremment devant le président de la République et l'Assemblée nationale. Ah! C'est une nuance importante. Vous voyez? Oui, il était quelque peu responsable devant le président de la République, mais il l'était concurremment aussi devant l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le gouvernement n'était pas dans l'impunité totale ou assujetti uniquement au chef de l'État. Le gouvernement devait aussi rendre des comptes à l'Assemblée nationale. Mais cette disposition, elle n'existe plus, puisque dans le nouveau système, personne, en réalité, dans l'exécutif aujourd'hui on nous propose, n'est responsable devant qui que ce soit. Tout l'exécutif est totalement indépendant du Parlement. Et le Parlement n'a aucun pouvoir sur eux au titre de la Constitution d'aujourd'hui. Surtout que, quand on regarde même ce qui est proposé dans le nouveau système, on a en fait disséqué, affaibli la notion globale de gouvernement dans la nouvelle Constitution. On parle de gouvernement de manière vague, mais en réalité, on ne le prend plus comme une unité. Dans la Constitution de 91, on parle de gouvernement comme une unité avec des pouvoirs. Dans la nouvelle Constitution, on démembre le gouvernement pour ne considérer que les membres du gouvernement, qui sont pris maintenant individuellement, au point qu'en réalité, on ne voit plus le gouvernement comme une sorte d'ensemble. Les ministres deviennent individuellement responsables devant le président de la République. Donc c'est une manière de disséquer les pouvoirs du gouvernement, les nullifier, parce qu'on le casse comme institution, pour ne faire valoir que les ministres, oui, on parle du gouvernement, mais ce n'est plus vraiment un gouvernement dans l'esprit de 91. C'est un gouvernement parce que c'est un gouvernement, c'est des ministres, mais en réalité, on les voit quasiment individuellement. Donc chacun a son fil vers le président. Ils ne sont plus considérés comme une unité juridiquement cohérente dans le contexte d'une gouvernance bicéphale. Alors, on passe à l'article 29. Lui, il dit quoi? Écoutez-moi bien, parce que je suis en train de lister là des pouvoirs. Et vous allez voir qu'il y en a au minimum 22 du Premier ministre. Article 29, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Ah, vous voyez, là, c'est le Premier ministre qui dirige l'action du gouvernement. Cette prérogative n'existe plus. Article 29, toujours, le Premier ministre assure l'exécution des lois. Oh, vous voyez, la Constitution de 91 dit que le Premier ministre assure l'exécution des lois. Ça n'existe plus aujourd'hui. Article 29 toujours, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Oh my God, je vais commencer à parler anglais. Voilà, je suis toujours en train de vérifier là si on m'a libéré mon compte, toujours pas. Alors, vous voyez, nous sommes là encore devant une aberration. Aberration totale. Le Premier ministre exerçait dans la Constitution de 91 le pouvoir réglementaire est nommé aussi, lui aussi, aux emplois civils et militaires de l'État. Ce n'est pas une création, article 29 de la Constitution de 91. Maintenant, tous ces pouvoirs sont entièrement dévolus au chef de l'État, au président de la République, dans la nouvelle Constitution qu'on vous propose. Article 29 toujours, le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du gouvernement. Vous voyez, ce n'est plus une question, le Premier ministre est un pouvoir par lui-même. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du gouvernement.
Aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de Premier ministre, il n'y a plus rien à déléguer. C'est le président maintenant qui fait sa popote. Vous voyez, on est en train d'avancer. Là, j'ai déjà cité combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pouvoirs. 7 pouvoirs. Monsieur Fumbola en parlait de 10 dans le cas de ce qu'il disait, qui n'avait aucun sens. Mais là, je suis juste en train de prendre le Premier ministre en tant qu'entité seule, Premier ministre du gouvernement, pour vous montrer déjà qu'on peut battre en brèche radicalement l'affaire de Fumbola, rien qu'en disant Premier ministre. Parce que tous les pouvoirs du Premier ministre ont été transférés au chef de l'État. Simple. Article 31. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ah ben oui, forcément, le titre là, il est maintenant acquis. Le simple fait d'avoir ce titre, c'est un pouvoir du Premier ministre, mais qui a maintenant été formé au chef d'État, qui est maintenant les deux en même temps. Monsieur Fumbola, vous voyez que c'est un rajout de pouvoir. Par rapport, parce que vous parlez des anciennes constitutions, qu'on n'a jamais vu ce que vous dites là au Gabon, voilà, et qu'en fait, rien n'a été fait par rapport aux anciennes constitutions. Là, on n'a rien ajouté. Mais monsieur Fumbola, il faut rester cohérent. Si on donne au chef du gouvernement quand même, si on donne le titre de chef du gouvernement au chef de l'État, au président de la République, considérez quand même que c'est un rajout. Même s'il n'y avait que ça, c'est un rajout quand même. Essayons. Hein? Mais voilà, le Premier ministre n'existe plus. Donc, il ne peut plus être chef du gouvernement. C'est maintenant le président de la République qui exerce ses fonctions, la plénitude des fonctions qui étaient dévolues au Premier ministre. Article 33, toujours dans la Constitution de 91, du 26 mars 1991, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Sauf que maintenant, parce que le président est chef du gouvernement, il échappe à ces dispositions-là. Vous voyez, parce que les membres du gouvernement qui incluaient le Premier ministre, eux, ils étaient pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Mais quand on regarde bien, si on enlève le poste de Premier ministre, oui, même si actuellement, il y a un article qui semble répéter ça, mais la répétition n'est plus exacte. Pourquoi? Parce que de là, on a enlevé le Premier ministre qui devient, qui est un poste supprimé et la fonction de chef du gouvernement est maintenant attribuée au président de la République. Mais comme le président n'est pas soumis au même régime des crimes que le reste des membres du gouvernement, vous voyez qu'il échappe à ça, bien qu'étant chef du gouvernement. Monsieur Fumbola, c'est pas une diminution de pouvoir, ça. C'est-à-dire qu'on consacre l'impunité du président. Devenu chef du gouvernement, il devrait être toujours soumis aux injonctions, voilà, mais seulement dans ce cas-ci, non, pas du tout. Il ne l'est pas. Donc, il échappe, en réalité, à ce qui était exposer au moins un Premier ministre à l'idée que, voilà, pénalement responsable des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Or, le président, non. Parce qu'il devient chef du gouvernement, il est aussi président et chef de l'État, il échappe. Mais il y a plus, monsieur Fumbola, on continue. Et on peut ajouter à tout ce que je viens de dire que dans la Constitution de 91, l'article 8 est très clair. Et là, vous allez être surpris, n'est-ce pas? L'article 8 de la Constitution du 26 mars 91 dit que le président et le Premier ministre partagent, c'est incroyable, écoutez-moi bien, partagent le pouvoir exécutif et donc sont tous deux concurremment détenteurs suprêmes du pouvoir exécutif. Parce que la formulation dit que le président est détenteur suprême du pouvoir exécutif, sauf qu'il partage ce pouvoir avec le Premier ministre. Donc ça veut donc dire que le Premier ministre aussi est partiellement détenteur suprême du pouvoir exécutif. Donc le président, à cette époque, n'était pas seul à détenir le pouvoir suprême. Il le partageait avec le Premier ministre. Maintenant, quand on supprime le poste de Premier ministre, même si dans la nouvelle Constitution, on ne mentionne pas le mot suprême, parce que M. Fumbola aime s'attarder à des mots, un peu comme ça, ouais, on a enlevé le mot suprême. Mais ça veut dire quoi, M. Fumbola? Il faut voir les faits réels. Est-ce que le mot suprême ajouté à quelque chose, c'est une formulation qui n'a aucun sens. Suprême ou pas suprême ne veut rien dire. Quand on a les pleins pouvoirs, en tant que président de la République, qu'on dit suprême ou pas, c'est toujours des pouvoirs suprêmes, surtout dans le type de régime que vous proposez. Donc, à l'époque, il n'était pas seul à être suprême. Il partageait avec le Premier ministre. Donc maintenant qu'on enlève le Premier ministre dans la nouvelle Constitution, il devient seul détenteur de ce pouvoir. Donc on n'a plus besoin d'affirmer suprême parce que c'est inutile, il est seul. Avec les deux pouvoirs qui étaient ceux du Premier ministre et le sien,
Il est suprême par le fait même de l'application de ses pouvoirs. On n'a pas besoin de maître suprême. C'est très scolaire, hein, votre argument. Très lissé, on va dire. Alors, ça n'a aucun sens. Donc, continuons. Dans la Constitution de 91, toujours, on a l'article 15, où on dit que c'est le Premier ministre qui proposait les membres du gouvernement. Ben, c'est un pouvoir, monsieur Foumbula. Si c'est lui qui propose, même s'il ne nomme pas, mais il propose les membres du gouvernement dans le nouveau système qu'il propose. Vous voyez, c'est un pouvoir qui a été rajouté. Le président décide lui-même ce qu'il fait, plus ou moins. Article 26, toujours dans la Constitution du 26 mars 1991, le président devait consulter le Premier ministre, c'est important. Le président devait consulter le Premier ministre pendant les intercessions avant que de prendre par ordonnance des mesures exceptionnelles comme l'état de siège, l'état d'alerte, l'état d'urgence. Donc, l'article 26 de l'ancienne Constitution du 26 mars 91 donne quand même une chose, même si ce n'est pas un pouvoir de veto, mais le fait que le président doive quand même consulter le Premier ministre pendant les intercessions avant de prendre des mesures comme celle-là, c'était quand même quelque chose qui donnait une idée d'un bicéphalisme à la tête de l'exécutif, où le président ne faisait pas toujours tout seul et pouvait quand même consulter son Premier ministre, et la Constitution le lui imposait. Consulte, même si le Premier ministre ne peut pas opposer le veto, mais tu vas quand même le consulter. Cette prérogative n'existe plus sous la Constitution proposée, parce que c'est maintenant le président qui dispose de tous ses pouvoirs. Vous voyez, monsieur Foumbula, on en est déjà à combien là? Que je compte, parce que vous aimez compter les pouvoirs. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, on en est déjà à 12 pouvoirs du Premier ministre que je viens de citer. Ça dépasse déjà vos 10 que vous dites. On n'a rien ajouté, on n'a fait que diminuer ou supprimer, vous citez 10. Mais moi, je vous cite déjà rien que par l'effet d'avoir supprimé un Premier ministre. Voilà les pouvoirs que l'on supprime en même temps et qui sont plutôt dévolus au chef de l'État. Donc, on ne les supprime pas, mais on les transfère au chef de l'État, au président de la République, qui devient un super président, rien que par ça. Puisque le bicéphalisme a été nullifié, on a maintenant un monocéphalisme, un système monocéphaliste, présidentiel, plutôt présidentialiste dans notre cas, et voilà la réalité. Article 27, on continue, hein, je continue à vous parler de la Constitution du 26 mars 91. Article 27, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je voudrais me rassurer que les gens me suivent toujours. Est-ce que les gens me suivent toujours, pour être sûr? Est-ce que les gens me suivent? Vous suivez toujours? Vous êtes toujours connectés? Hein? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, ok, merci. Ok, très bien. Donc, sur YouTube, ça passe, c'est bien, merci. Alors, on continue, mes chers amis, parce que on veut disséquer, hein, parce que Foumbula aime, voilà, on va lui montrer que tout le monde aussi peut faire la même chose, aller chercher dans le document et montrer qu'il y a une réalité là, qu'on ne peut pas, voilà. Donc, monsieur Foumbula, désolé, hein, moi, c'est la rigueur intellectuelle, hein, on n'affirme pas des choses pour les affirmer, il faut les démontrer. Alors, maintenant, on continue. On en était où? Alors, article 27, on continue. Certains actes du président de la République devaient être consignés par le Premier ministre. Vous voyez, c'est quand même important que quand on disait qu'il y avait un bicéphalisme au sein de l'exécutif, c'était quand même pour donner même le change, l'impression, l'illusion au peuple que le président ne décide pas tout seul. Donc, l'article 27 quand même disait que oui, il y a des moments où, dans sa plénitude du pouvoir, le président, quand même, le président devait, en fait, certains de ces actes devaient être contresignés par le Premier ministre. C'est un pouvoir. Mais dans le nouveau système, ça n'existe pas. Article 44. Le Parlement pouvait se réunir à huis clos à la demande du Premier ministre. Hey, c'est un pouvoir, monsieur Foumbula. Dans la Constitution du 26 mars 1991, le Parlement pouvait se réunir à huis clos à la demande du Premier ministre. Mais ça veut donc dire que si vous supprimez le poste de Premier ministre, ce pouvoir qui était celui du chef du gouvernement, Premier ministre, est maintenant le pouvoir du chef de l'État, qui est maintenant aussi chef du gouvernement. Donc on a rajouté à ce qui existait avant. Monsieur Foumbula, c'est ça la logique. Il faut rester cohérent. Article 48. Lors des sessions budgétaires,
le Premier ministre pouvait convoquer le Parlement en session extraordinaire pour des délibérations sur le budget. Vous imaginez? Mais c'est un pouvoir, mes chers compatriotes, parce que nous, on imaginait, parce que bon, ce qui se passait en fait au Gabon, c'est ceci. Croyez-moi. Dans la Constitution du 26 mars 91, il y avait un bicéphalisme assez avéré qui faisait qu'on pouvait en réalité imaginer dans un régime parfait que le Premier ministre avait en fait de vrais pouvoirs. Ce que je suis en train de lister là, mes chers compatriotes, c'est de vrais pouvoirs qui étaient des pouvoirs de comment on appelle ça, voilà, on pouvait contresigner, on était consulté et on avait des pouvoirs propres qui étaient dévolus au chef du gouvernement où il n'avait pas besoin du président, il pouvait faire certaines choses tout seul. On a parlé des forces de l'ordre qui étaient à sa disposition aussi tout à l'heure. Il pouvait faire beaucoup de choses, sauf que parce que c'est le président qui le nommait, il était un peu tenu par les couilles, si on veut. C'est-à-dire que oui, si vous faites la bouche, le président dit, bon, je t'enlève. Et comme il n'y avait pas de limite à ce que le président pouvait faire, ben voilà, il l'enlevait. Alors que si le Premier ministre émanait du Parlement, peut-être que le président aurait plus de limitations dans la manière dont il peut enlever un Premier ministre. Mais dans ce cas-ci, oui, le président pouvait enlever le Premier ministre. Donc, tous ces pouvoirs, le Premier ministre était obligé de se taire. Au lieu de les appliquer, au lieu de s'affirmer, il se taisait parce que c'était un choix entre rester Premier ministre ou être valsé. Mais le Premier ministre était en fait puissant dans le système qu'on avait quand même sorti de la conférence nationale. Attention, c'était pas une coquille vide. Hein. Il y avait de vrais pouvoirs de gouvernance ici. Sauf que notre système est un système monarchisant. Donc, même quand le Premier ministre a des pouvoirs, le président dit, tu ne peux pas les appliquer parce que, bon, je suis le chef. Et c'est moi qui te nomme. Alors, soit tu restes là, ou je t'enlève. Alors, tu veux faire quoi? Tu veux partir ou tu restes? Et celui qui aime l'argent, ben, il reste. Et il se tait. Parce que celui qui détient le pouvoir de nomination a aussi le pouvoir de vous enlever. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que dans notre système, le président tenait toujours le Premier ministre par les couilles. Mais le Premier ministre avait de vrais pouvoirs. Alors, donc je viens de dire article 48, lors des sessions budgétaires, le Premier ministre pouvait convoquer le Parlement en session extraordinaire pour des délibérations sur le budget. Article 51, le Premier ministre pouvait émettre des arrêtés en vue de l'application de certains décrets du président de la République. Enfin, vous imaginez comme ce que je suis en train de dire, mes chers compatriotes. De vrais pouvoirs. Article 51 de la Constitution du 26 mars 1991, le Premier ministre pouvait émettre des arrêtés en vue de l'application de certains décrets du président de la République. C'était un pouvoir. Article 54, les membres du gouvernement pouvaient aller devant le Parlement au nom du Premier ministre. Ah, pas au nom du président, au nom du Premier ministre pour défendre des projets de loi. Mais c'est important ça, c'est ce qu'on appelle dans le bicéphalisme, hein, une sorte de petite séparation des pouvoirs, où le Premier ministre pouvait faire certaines choses. Donc, un ministre, il n'y allait pas pour défendre le pape au nom du président, mais au nom du Premier ministre. Ce pouvoir, c'est important, Monsieur Fungula. Il a été retiré, il a été maintenant dévolu au président, sauf que le président lui-même ne veut pas aller devant le Parlement, même quand il est, alors qu'il est chef du gouvernement. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est intéressant ici. Mais cet article 54 nous vous dit bien que le Premier ministre avait des pouvoirs. Et il pouvait déléguer ou envoyer un membre du gouvernement pour défendre des projets de loi au nom du Premier ministre, en son nom, pas au nom du président. C'est important. Article 56, le Premier ministre pouvait soulever l'irrecevabilité d'un texte de loi lorsqu'un tel texte n'est pas du domaine de la loi ou dépasse les limites de l'habilitation législative accordée au gouvernement. Vous voyez, là encore, c'est un pouvoir du Premier ministre. Mais dès qu'on supprime le poste de Premier ministre, on enlève ce pouvoir et ça devient automatiquement le pouvoir du président parce que c'est maintenant lui le chef du gouvernement. Quand on est Premier ministre, la fonction, c'est celle de chef du gouvernement. Dès qu'on vous l'enlève, il n'y a plus rien, mais seulement c'est le président qui jouit maintenant de tout cela, de tous ses pouvoirs. Article 57. Le Premier ministre disposait du droit d'accès et de parole à l'Assemblée nationale et à ses commissions. Mais c'est un pouvoir, mes chers compatriotes. Le Premier ministre pouvait y aller. Il avait ce droit-là. Seulement, quand on supprime ce poste, tout devient, tous ces pouvoirs vont au président. Article 60 et 85, parce que c'est lié, ils répètent la même chose. C'est le Premier ministre qui déférait les lois organiques à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. Ah, mes chers compatriotes, vous imaginez.
Dans les articles 60 et 85 de la Constitution du 26 mars 91, c'est le Premier ministre qui déférait les lois organiques à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. Mais enfin, vous voyez déjà que si vous supprimez le poste de Premier ministre, ce pouvoir, il va où? C'est maintenant le pouvoir du chef de l'État qui cumule chef de l'État, en fait du président de la République qui cumule chef de l'État, fonction de chef d'État et fonction de chef du gouvernement. Article 63, le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Mais c'est un pouvoir, c'est lui qui a engagé. Le fait qu'il y ait un Premier ministre qui pouvait engager sa responsabilité et celle du gouvernement devant l'Assemblée, c'est un pouvoir du Premier ministre. Quand on supprime le Premier ministre, cette prérogative disparaît. Article 65, le Premier ministre pouvait chuter suite à une motion de censure. Vous voyez? Mais maintenant, impossible de faire chuter le chef du gouvernement. Le président de la République est devenu chef du gouvernement. Mais il n'y a rien dans la nouvelle constitution comme mécanisme pour faire chuter le gouvernement, n'est-ce pas? Il n'y a plus de mécanisme de contrôle du Parlement. La motion de censure n'existe plus dans le nouveau système. Donc, le gouvernement, l'Assemblée, en fait, n'a aucun moyen réel de contrôle. Il parle souvent de contrôle de l'action gouvernementale. Mais non, vous ne pouvez pas contrôler l'action du gouvernemental si vous n'avez pas un pouvoir de répression. Je dis bien de répression sur l'exécutif qui fait que vous jouissiez de ce contre-pouvoir comme une manière de juguler la capacité de nuisance de l'exécutif. Et donc, comme on enlève le Premier ministre, il ne peut plus chuter. Et comme c'est maintenant le président qui joue ce rôle de chef du gouvernement, lui, il n'est pas soumis au pouvoir de contrôle du Parlement. Et donc, ça donne en fait au président le pouvoir d'échapper à cette capacité du Parlement de le faire chuter sous sa forme de Premier ministre. Vous voyez, M. Foumbula, ce pouvoir-là, et là, c'est-à-dire, on inverse simplement que là où le Premier ministre pouvait chuter, parce qu'il était indépendant du président comme entité, dans le bicéphalisme, il pouvait chuter. Le Parlement pouvait le faire chuter avec la Constitution de 91. Maintenant, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les fonctions de chef du gouvernement sont maintenant celles du chef de l'État, qu'on ne peut donc pas faire chuter en tant que premier chef du gouvernement. Donc, du coup, il est établi ici une forme d'impunité du chef du gouvernement qui n'existait pas sous la Constitution du 26 mars 91. Vous voyez donc que M. Foumbula, là encore, vous vous êtes trompé. Article 78, pendant l'intercession, le Premier ministre pouvait signer le décret de convocation du Parlement dans le cadre de la mise en accusation du président de la République. Mais c'est quand même important, mes chers compatriotes. Article 78 de la Constitution du 26 mars 1991. Pendant l'intercession, le Premier ministre pouvait signer le décret de convocation du Parlement dans le cadre de sa mise en accusation, la mise en accusation du Parlement, par le Parlement,